C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'économie kenyane qui est au ralenti, elle est affectée par la crise politique que traverse le pays. La filière horticole se porte bien en Tanzanie. Elle a généré 642 millions de dollars en 2016. Enfin, le FMI alerte sur les risques non économiques qui fragilisent la légère reprise de l'économie africaine. L'économie kenyane sera durement affectée par l'incertitude politique qui règne dans le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des spécialistes. Ils estiment que cette situation amènera les entreprises du pays qui redoutent l'impact d'éventuelles violences sur leurs activités à adopter une attitude un peu attentiste. Déjà durement touché par une sécheresse au premier semestre 2017, le Kenya, qui est l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est et premier exportateur de thé au monde, est désormais frappé de plein fouet par une crise électorale. Cette situation, au dire des spécialistes, affectera plus les Kenyans moyens et les petites entreprises. Aussi, plusieurs secteurs d'activité devraient être touchés. L'incertitude politique prolongée aura un effet sur le secteur privé, notamment dans l'industrie où ils vont adopter une approche de « on attend de voir ». Ils attendent, n'embauchent pas ou ne font pas non plus d'inventaire. Les secteurs qui sont actuellement touchés ne sont pas que l'industrie, mais aussi l'agriculture. Nous ne devrions pas sous-estimer l'agriculture. C'est le secteur le plus important de l'économie kenyane, un secteur qui emploie énormément de personnes de manière formelle et informelle. C'est aussi une source importante de revenus pour le gouvernement et représente une grosse partie des exports du pays. Le Kenya est le plus gros exportateur de thé noir. Autre impact annoncé de l'incertitude politique qui règne au Kenya, la chute de la croissance du produit intérieur brut et l'augmentation du taux de chômage. À court terme, nous allons voir de nombreuses pertes d'emplois. C'est un fait, peu importe le secteur. Si vous pensez à l'inflation, le coût de la vie, pendant des périodes électorales, pendant des périodes prolongées d'instabilité politique, nous constatons en général une hausse du prix des transports. Donc cela a un impact sur le prix des aliments. Selon les estimations revues à la baisse ces dernières semaines par les analystes, la hausse du PIB devrait passer sous les 5% en 2017, après 4 années de croissance à plus de 5% portée par les investissements publics. Au cours du quatrième trimestre 2017, le Ghana compte lever sur les marchés des capitaux 15 milliards de cedis, soit environ 3,4 milliards de dollars. Une partie de cette somme sera affectée au service de la dette arrivant à maturité et l'autre partie ira dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins de financement du gouvernement. Cette nouvelle émission obligataire portera le total des montants levés cette année par le Ghana à 112 milliards de cedis, soit environ 16,4 milliards de dollars. En Tanzanie, les exportations de produits horticoles se sont chiffrées à 642 millions de dollars, soit une hausse de 17,8% par rapport à l'année 2016 où la recette était de 545 millions de dollars. L'horticulture a contribué pour 43% du total des devises d'exportation du pays, confirmant ainsi sa place de sous-secteur à taux de croissance le plus rapide du secteur agricole. La filière horticole tanzanienne, il faut le préciser, a en effet progressé de 11%, alors que le secteur agricole en général enregistrait une croissance globale de 4,8% au cours des 5 dernières années.
Je le disais en titre, le Fonds monétaire international a confirmé ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. Selon l'institution financière, les perspectives africaines restent plombées par des incertitudes liées à des risques non économiques. En Afrique subsaharienne, par exemple, la lente reprise reste toujours handicapée par la morosité des cours des matières premières, notamment le pétrole. Dans ses prévisions actualisées des perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international a confirmé que l'Afrique subsaharienne va maintenir une croissance de 2,6% en 2017, un chiffre en hausse de 1,2% par rapport à l'année dernière où le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne n'avait été que de 1,4%. Le FMI prédit d'ailleurs que la croissance devrait augmenter progressivement, mais à un niveau à peine supérieur à celle de la population. Autant dire que la reprise est confirmée pour l'économie africaine avec des perspectives encore plus solides. Le FMI s'attendant à ce que la progression de la croissance atteigne 3,4% en 2018. Ce, grâce à certains pays qui confirment le dynamisme tel que la Côte d'Ivoire, plus 7,6%, le Sénégal, plus 6,8%, l'Éthiopie, plus 8,5% et la Tanzanie, plus 6,5%. À l'opposé, les principales économies du continent, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola et dans une moindre mesure la RDC, peinent à retrouver leur cadence d'antan après avoir même tiré la croissance africaine vers le bas en 2016. Autre ombre au tableau, les facteurs de risque non économiques qui pèsent sur la confiance des consommateurs et des investisseurs, comme les incertitudes politiques, les tensions géopolitiques, la gouvernance faible, la corruption ou encore les événements climatiques extrêmes, le terrorisme et les questions de sécurité. Pour y remédier, le FMI appelle les décideurs politiques à continuer de maintenir la dynamique des réformes structurelles et fiscales nécessaires afin d'accroître les capacités de résistance de leur économie en cas de choc à venir. Des stratégies dont les résultats ne se mesureront véritablement qu'à long terme. Et pour boucler la première partie de ce journal de l'économie, rendons-nous en Turquie, un pays majoritairement musulman, mais qui possède une longue tradition viticole. Le pays bénéficie d'ailleurs d'un climat idéal pour cette culture. Il y a comme un air de vignoble français. Pourtant, nous sommes dans le nord-ouest de la Turquie, sur la presqu'île historique de Gallipoli. Sécateur à la main, un groupe de femmes s'active, c'est la saison des vendanges. Les vignes ont fleuri, nous avons coupé les feuilles, puis les raisins sont arrivés et maintenant nous les ramassons. Tout ça, c'est notre travail. Originaires des villages de la région, ces travailleurs viticoles avouent parfois devoir subir les reproches. Certains imams nous disent que c'est interdit par la religion de gagner de l'argent grâce au vin. Ils le disent à nos proches aussi. Mais c'est notre gagne-pain, on n'a pas le choix, on doit travailler ici. Tout sourire au milieu des employés, Mark Sims s'occupe de ce vignoble. Cet Australien, installé en Turquie depuis plusieurs années, est un amoureux de ces cépages. Il préfère balayer les polémiques. Oui, c'est vrai, c'est un alcool, mais nous parlons de raisin, un produit 100% naturel. Il est fermenté pour produire de l'alcool, mais considéré comme un produit alimentaire. En Turquie, pays à majorité musulmane, les restrictions sur l'alcool se multiplient. Avec une TVA à 18%, majorée d'une taxe spéciale à la consommation, la Turquie est l'un des pays où l'alcool est le plus taxé au monde. Avec également des horaires et lieux de vente limités et surtout une interdiction totale de la promotion des boissons alcoolisées. C'est un coup dur pour le secteur viticole. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est un produit naturel. Pour nous, c'est un problème de ne pas pouvoir en parler. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, les choses vont changer. Le plus important, c'est ce que nous possédons, la terre et le climat. Selon l'Organisation du vin et de la vigne, avec ses 480 000 hectares, la Turquie se classe 5e pays au monde en surface viticole. Mais pour l'instant, la grande majorité de la production reste cantonnée aux raisins de table. Place maintenant à notre chroniqueur Casimir Pédio que nous allons retrouver juste après la petite pause.
Bienvenue Casimir dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons rester dans l'espace UEMOA pour parler croissance économique. La BCEAO est en train de projeter la croissance de la zone à 7% pour l'année 2017. C'est bien ça Inès. Il faut dire qu'à 2 mois environ donc de la fin de l'année budgétaire 2017, les indicateurs ont été en faveur donc des 8 pays de l'UEMOA qui ont travaillé, qui ont véritablement mouillé le maillot pour atteindre donc cette prévision. Je veux parler de 7% en termes donc de croissance pour la zone. 8 pays qui n'ont pas connu des situations malencontreuses telles que l'insécurité grandissante, telles que également les crises politiques, tels que aussi les chocs exogènes qui affectent naturellement donc leurs économies. Aujourd'hui, on est en même de dire que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien d'autres encore ont été un bon élève donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, même si cette institution s'avère être l'institution supra qui gère les questions monétaires au niveau de la zone. Et donc, pour le compte de 2017, beaucoup de choses ont été donc faites au niveau tant des sous-secteurs primaires tels que l'exploitation minière et également l'agriculture, mais aussi au niveau du secteur tertiaire, surtout avec les finances, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, le commerce, les services, tout ça a bien marché au niveau donc des 8 pays de la sous-région, ce qui a permis donc d'atteindre un taux de 7% en termes de croissance, qui est des meilleurs au niveau de l'Afrique subsaharienne, lorsqu'on compare donc l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, à l'Afrique du Sud et bien d'autres encore. Je crois que l'Afrique de l'Ouest a affiché de très belles performances en termes de croissance économique. Mais que dire du déficit budgétaire ? Le déficit budgétaire, c'est le mal que traînent beaucoup de pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, par cette période où les gouvernants n'arrivent toujours pas à concilier donc, les recettes en termes de collecte au niveau donc, des États par rapport aux dépenses. Donc les dépenses parfois sont un peu plus élevées donc, que les recettes. Et ici, il va falloir compter beaucoup sur les emprunts, sur les dons et autres moyens de mobilisation des recettes. En tout cas, pour le compte de l'année 2017, selon donc, les statistiques de la Banque centrale, c'est que les 8 pays de l'Afrique sont restés dans une fourchette de 2,3% en termes donc, de déficit budgétaire. Comparé donc, à l'année 2016, c'est qu'on est resté un peu constant. Et puis, c'est une note très peu encourageante, mais qu'on le veuille ou non, on est resté dans la moyenne de 3% affichée donc pour la zone. Et je crois que les pays peuvent continuer donc à exercer leurs activités dans ce sens-là, quitte à ce que plus tard, pour le compte de l'année 2019, la projection 2019 en termes donc de déficit budgétaire, on puisse rester donc dans la fourchette. Casimir Pédion, en dehors du déficit budgétaire, quels sont les défis que doivent relever les pays de l'espace UEMOA ? En dehors donc de la question de la sécurité dans la zone, il faut dire que les pays sont face aujourd'hui à la question monétaire, c'est-à-dire la question du franc CFA. Est-ce qu'il faut donc évoluer vers l'interchangeabilité donc du CFA vis-à-vis donc du panier dans lequel il est? Je veux parler de l'euro, du dollar et du yen. Est-ce qu'aujourd'hui la question serait d'aller vers une monnaie qui pourra désormais garantir une croissance plus rapide? Est-ce qu'il faut maintenir donc le taux fixe du CFA? C'est d'abord le premier défi que se sont projetés donc l'institution. Je vais parler de l'UEMOA. Il y a aussi la question de la transformation agricole. Les pays doivent pouvoir concilier donc le secteur industriel à la production afin de pouvoir afficher un taux de croissance de 2 chiffres. Je crois qu'en dehors de tous ces défis-là, les pays doivent aussi maintenir le cap, surtout en soutenant l'économie de la Guinée-Bissau qui peine toujours et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive donc pas à avoir un taux de croissance des meilleurs au niveau de la sous-région. Je crois quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis, mais on peut encore mieux faire si véritablement on veut afficher un taux de croissance. Merci beaucoup, Casimir Pédion, pour toutes ces explications. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA et à demain.